Bonsoir Virginie Martin. Bonsoir. Alors vous êtes donc l'auteur avec Marie-Cécile Nave d'un essai publié aux éditions de l'Aube, Talent gâché, je le disais au pluriel, un livre qui est une réflexion et surtout le résultat d'une enquête sur le coût de la discrimination en France. Je précise que vous êtes docteur en sciences politiques, vous présidez le think tank Different, une sorte de laboratoire de réflexion politique, comme j'ai lu sur votre site, qui fait des constats et qui propose donc des solutions, on va en parler. Vous travaillez depuis toujours d'ailleurs sur les thématiques qui touchent à la démocratie, aux différences, la question du genre ou encore les inégalités hommes-femmes. Et vous avez aussi récemment publié Ce monde qui nous échappe pour un universalisme des différences. On en reparlera aussi aux éditions de l'Aube. Alors, pour ce livre Les Talents gâchés, vous avez enquêté, je le disais, pendant plusieurs mois, essentiellement dans 3 régions, dans la région parisienne, à Lyon et à Marseille, en faisant partout le même constat. Les discriminations sont nombreuses dans la société française. Elles sont de tous ordres, hein. Je peux les résumer en quelques mots. La naissance, le nom, la couleur de peau, le lieu du domicile ou même parfois l'accent. Des discriminations, Virginie Martin, qui continuent, qui perdurent toujours en France. Oui, elles perdurent, elles sont fondamentalement ancrées. On voit bien que malgré certaines tentatives pour les corriger, en définitive, ces discriminations ont vraiment la peau dure et elles résistent considérablement. Alors certains ont pu parler à un moment donné de discrimination positive, mais ça ne nous plaît pas. On parle de quotas, mais on dit que c'est pas assez républicain. Il y a eu des initiatives qui ont été menées, mais on se heurte vraiment à ce mur des discriminations. Parce que la République se vit toujours comme une et indivisible, comme c'est marqué dans la Constitution. L'individu, le citoyen français doit d'abord être français. Mais c'est ça, en définitive, enfin, c'est ça le problème. C'est un peu la fausse bonne idée, si je puis dire, que cette République aujourd'hui essaye de nous enfermer pour nous dire finalement, vous êtes invisible d'une certaine manière. J'ai pas envie de voir votre différence. J'ai pas envie de voir que vous êtes un homme ou une femme, que vous avez une couleur de peau noire ou blanche, etc. Je n'ai pas envie de le voir. Vous êtes juste français et je ne veux rien savoir d'autre. Et cette République, finalement, elle ne travaille plus ces différences, elle ne veut pas les voir et elle finit par les rendre invisibles. Et du coup, d'abord, c'est très compliqué donc de les évaluer. La question des statistiques ethniques, évidemment. Auxquelles vous êtes favorable. Auxquelles on est effectivement dans Think Tank Different plutôt favorable. C'est comme cela aujourd'hui, grâce au fait qu'on distingue les hommes des femmes, qu'on sait qu'il y a des plafonds de verre au féminin. Si on ne les distinguait pas, on ne pourrait pas le savoir. Donc ça aussi, c'est très important. Mais c'est vrai que cette République est surplombante. Ceci dit, c'est une distinction plus facile, évidemment, à repérer. Évidemment, évidemment, ça ne vous a pas échappé. Mais, on n'a pas besoin de statistiques ethniques pour ça. Mais en revanche, cette République est très surplombante et elle nous empêche en fait de voir cet universalisme des différences. En fait, c'est ça. Surtout. Justement, c'est ce que vous dites dans votre livre, Ce monde qui nous échappe. Vous prônez cette reconnaissance mutuelle. Et vous dites, c'est ce que vous appelez en tout cas l'universalisme des différences. En 2 mots, ça veut dire qu'il faut reconnaître l'autre comme une valeur ajoutée. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut un socle commun. Un universalisme, tout ça, c'est assez évident. Mais en même temps, il ne faut pas que cet universalisme gomme toutes les différences et fasse comme si elles n'existaient pas, si elles ne pouvaient pas se donner à voir. Donc voilà, c'est ça. Et c'est, comme vous le disiez aussi justement, c'est une expression que j'utilise dans mon livre précédent, qui est la reconnaissance mutuelle. Et ça, c'est très important. Et effectivement, dans le Think Tank Different et dans ce que l'on peut écrire, c'est un petit peu le pari que nous faisons. Tant qu'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle, il ne peut pas y avoir d'égalité qui est promise dans le pacte républicain, dans le modèle républicain. Bien sûr, puisque pour reprendre certains travaux d'historiens post-coloniaux, enfin post-colonialistes plutôt on dirait, c'est ce qu'ils disent. Ils disent finalement, cette République n'arrête pas de vouloir blanchir tout le monde. Et à force de blanchir tout le monde, on ne voit plus personne. Alors, on parlait des discriminations tout à l'heure, et vous utilisez l'expression dans votre livre, la trappe à exclusion. C'est un mécanisme, en fait, qui se reproduit et auquel les jeunes, en particulier issus de l'immigration, ne peuvent pas échapper, en fait. C'est ça. Ça reprend un peu les économistes du développement, comme Duflo, qui disent, qui disent, en fait, la trappe à pauvreté. Là, on l'a transféré sur la trappe à exclusion. Et en effet, c'est un mécanisme qui se reproduit à l'infini, parce qu'aussi, le problème, c'est qu'on intériorise, en définitive, cette exclusion. Et finalement, chaque individu qui est potentiellement dans des populations plus discriminées que les autres,
neutre, c'est qu'il va l'être et quelque part, il a intériorisé l'injonction à exclusion. Et donc, bien entendu, on arrive dans un piège et une véritable impasse. Alors, le sous-titre de votre livre, c'est le coût de cette discrimination. Et vous dites, ces discriminations, c'est la thèse centrale de ce livre, ce gâchis, les talents gâchés, a un coût pour la France. Vous l'évaluez à 10 milliards d'euros. 10 milliards, c'est-à-dire 7 milliards sur la question du chômage, donc la discrimination à l'embauche, et 3 milliards aussi qui concernent là beaucoup plus les niveaux de qualification. Parce que ce coût, c'est aussi pour l'individu discriminé et aussi pour la collectivité. C'est ça. C'est un double coût. On n'a pas regardé la discrimination comme quelque chose de moralement et éthiquement condamnable, ce qui est le cas, évidemment. On l'a regardé en disant, mais finalement, ce ne sont pas les gens en général qui coûtent de l'argent. Non, c'est le fait d'être discriminé, finalement, qui finit par coûter de l'argent, évidemment à eux-mêmes, en priorité, mais aussi à la collectivité. Et donc, par des calculs assez compliqués, avec notamment un économiste qui s'appelle Fabien Forge, et des statisticiens, on a travaillé à évaluer ce coût, ce qui n'est pas facile, puisque comme on n'a pas de statistiques ethniques, on a été obligé, en fait, d'aller prendre, si vous voulez, comme statistique référent, les US, d'accord, où la population, évidemment... Les zones urbaines, sensibles. ultra-sensibles. Et ces zones-là, si vous voulez, ont la particularité, bien entendu, d'avoir une majorité de gens issus des multiples immigrations Maghreb et Afrique subsaharienne. Alors parlons-en des statistiques ethniques. Vous disiez que vous y étiez plutôt favorable. Et comment pourrait-on les réaliser d'ailleurs ? Si tant est, évidemment, que personne puisse s'en servir de manière négative, on est bien d'accord là-dessus, parce que certains jouent beaucoup là-dessus. Oui, sur l'utilisation qu'on pourrait en faire. Oui. Bien sûr, et je crois que le maire de Béziers avait un peu joué avec ça en disant, tiens, si on faisait des statistiques ethniques, comment on le saurait ? Non, c'est pas ça la question. C'est pas qui est musulman, qui est voilà. Voilà, c'est pas ça la question. La question, c'est d'avoir ces stats pour qu'on puisse justement évaluer plus précisément ces discriminations, parce qu'elles sont difficiles à évaluer. Nous, on a pris beaucoup de précautions dans notre étude, justement, pour ne pas les surévaluer. Et on les a, d'après ce qu'on regarde un petit peu, plutôt sous-évalués d'ailleurs, parce que les outils ne sont pas complètement là. Ce serait un outil, justement, pour les sociologues, pour les politologues comme vous, et aussi pour les politiques. Mais bien sûr, mais vous savez, il y a une vingtaine d'années, moi, je me rappelle très bien, quand les enquêtes étaient faites, notamment au Cevipof, à Sciences Po, dans des endroits comme ça, on demandait sans problème la religion des gens, notamment. Et on avait des facteurs, justement, du vote qui étaient induits ou pas par l'appartenance religieuse, par la pratique. Donc, ce sont des choses qui existaient. Et là, aujourd'hui, évidemment, c'est assez sensible et on ne les a plus. Virginie Martin, pourquoi la France a tant de mal à percevoir les immigrés, et surtout les jeunes immigrés, comme une chance, comme un atout pour la France ? Je pense qu'on est dans un état, comme on disait un peu en préambule, un peu surplombant comme ça, très centralisé, qui a du mal finalement à faire les différences, puisque c'est un État-nation qui se vit comme un bloc homogène, et finalement où vous êtes dedans, entièrement dedans, ou vous êtes dehors. On a aussi un système évidemment... j'allais dire presque de caste, avec des élites qui se reproduisent beaucoup, on le sait bien, avec des grandes écoles qui sont évidemment plutôt parisiennes. Et donc là encore, hop, la province est souvent oubliée, et les régions sont souvent oubliées. Donc il y a tout ça. Et puis ce passé évidemment colonial que nous avons, comme un peu finalement la France qui va civiliser le monde, avec évidemment une autre partie de l'Occident. Il n'y a pas eu que la France qui était là-dedans. Et finalement, c'est grosso modo, c'est l'injonction à l'intégration. Moi, dans mon précédent livre, qui s'appelle donc Dans ce monde qui nous échappe, c'est ce que je raconte. Je dis, il y a une injonction à l'intégration. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La plupart de ceux dont nous parlons dans ce deuxième livre sont nés en France. Ils doivent s'intégrer à quoi ? Oui, et justement, vous allez plus loin que ça. Vous dites que la diversité est un atout. Devrait être perçu, et non seulement devrait être perçu, mais est un atout dans un monde mondialisé. Mais dans un monde mondialisé, ça me paraît évident que toutes ces populations aujourd'hui dans le monde, qui vont, qui viennent, qui migrent, qui émigrent, qui reviennent, qui repartent, qui s'installent ou pas, c'est extraordinaire. C'est exactement ça, la mondialisation, d'une certaine manière. Ils ont des cultures multiples, qui parlent des langues multiples. Bien sûr, ce sont des individus hybrides dans un monde hybride. Après tout, c'est parfait. Mais non, au contraire, nous, on continue à dire, soyez
français à 3000%. Alors, on n'a pas le temps, hein, mais vous proposez aussi des pistes d'action hein, dans le secteur public et dans le secteur privé. Vous dites par exemple qu'il faut repenser l'école républicaine, qu'il faut adapter les politiques de l'emploi, qu'il faut privilégier les CV de compétences, et pas les CV anonymes, ça ne marche pas. Et vous dites qu'il faudrait aussi renforcer les sanctions contre les discriminations, ça c'est important. Il y a la carotte et le bâton, comme toujours. On dit toujours, vous savez, c'est comme dans le sexisme, on dit toujours que le sexisme est interdit par la loi. Mais qui a déjà vu une sanction là-dessus? Quasiment personne. Donc évidemment, c'est un problème s'il n'y a pas de sanction. Le CV par compétence, ça nous paraît excessivement important aussi. Et puis aussi, peut-être, la question de la laïcité à l'école, qui nous semble être, et notamment avec une sociologue comme Béatrice Mabilon, qui a aussi participé à penser ce bouquin, sur une laïcité, est-ce qu'elle n'est pas trop excluante aujourd'hui? Dans le livre, on a des témoignages de jeunes filles qui ont fini par quitter l'école dite républicaine parce qu'elles voulaient porter le voile et qu'elles étaient obligées à chaque fois d'enlever le voile à chaque rentrée dans le lycée tous les matins. Et elles ont fait l'école à la maison. Elles s'en sortent très bien tirées, mais pas toutes. Ce sont des débats évidemment très, très importants. Il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. Encore un mot quand même. Vous en parlez dans vos deux livres. D'ailleurs, il y a eu les attentats de janvier. On ne peut pas ne pas passer à côté en France. Bien sûr. Quelle réponse, justement, et vous essayez d'y répondre, quelle réponse on peut donner à ceux qui ne se sentent pas, Charlie? Déjà, d'estimer qu'ils existent. Et d'estimer que quand on n'est pas Charlie, on n'est pas forcément Koulibaly. Parce que c'est comme ça souvent que ça a été vendu aussi. Et ça, c'est très dommage. Non, il y a eu des nuances. Peut-être que même certains se sont sentis beaucoup plus je suis cachère, peut-être que beaucoup plus je suis Charlie. Et puis d'autres se sont sentis plus je suis le policier, etc. etc. Et toutes ces différences, toutes ces nuances, on ne les a pas vues. Et là encore, il y a une injonction, quelque chose de surplombant qui fait que tout d'un coup, c'est le silence. C'est ou vous êtes Charlie ou vous n'êtes rien. Merci Virginie Martin. Je rappelle vos deux livres, Ce monde qui nous échappe, aux éditions de l'Aube, et aussi avec Marie-Cécile Nave, Talent gâché, le coût de la discrimination, toujours aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup. Merci à vous.